Bonjour tout le monde, merci beaucoup au CREF, Vichy et aux modérateurs pour m'accueillir et vous pour m'écouter. Je vais vous parler d'une expérience passionnante qu'on a eu l'occasion de vivre à Grenoble par un événement totalement indésirable qui était le Covid, mais qui nous a permis de grandir un petit peu, de regarder un petit peu en perspective ailleurs et faire une réanimation aussi hors métropole. Donc, je suis Sylvia Calvidio, j'étais jusqu'il y a 3 semaines infirmière chargée des formations à Grenoble, à la MIR, et je n'ai aucun conflit d'intérêt ou lien d'intérêt à déclarer avec cette présentation. Donc, pourquoi la réanimation et les pays à ressources limitées? On pourrait se poser la question, puisque c'est des pays pour lesquels, normalement, on pense qu'on va plutôt se regarder plutôt les soins de base, plutôt faire des choses liées à l'hygiène, plutôt liées à la vaccination, plutôt à l'eau potable, à des ressources basiques. Mais en fait, c'est qu'il y a autant aussi des problèmes des soins critiques, des patients critiques, et en fait, le poids, le fardeau de la maladie critique est encore plus important que dans des pays qui ont des ressources comme le nôtre. En fait, il faut penser aussi qu'il y a de nombreux enfants et des jeunes adultes en réanimation et ils ont un fort potentiel de récupération, chose qui n'est pas actuellement possible puisqu'ils n'ont pas les moyens. Ils ont des taux de mortalité très élevés, des taux de mortalité qu'on ne permettrait jamais dans nos pays. Par exemple, le risque de décès par blessure à la tête au Bénin est de 70%, par éclampsie au Sénégal et au Nigeria de 40%. Et souvent, les soins sont informels, non coordonnés ou totalement absents. Donc, en fait, il y a une place énorme à prendre en tout ce qui est formation, encadrement et partage de compétences. Il y a peu d'études, en fait, il y a un petit peu de littérature faite sur la réanimation, on va dire, dans des pays, ce qu'on appelle, ressources limitées, que j'ai un peu abrégé avec le terme, avec l'acronyme anglo-saxon LMIC, donc Low and Middle Income Countries. Si vous le voyez, en fait, c'est juste pour abréger. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Vous voyez sur cette carte, ils avaient fait il y a 2 années une review de tous les papiers qui étaient publiés. Et en fait, vous voyez qu'il y a beaucoup de gris pour les pays, enfin, les pays, on va dire, occidentaux, ça ne nous intéresse pas, mais toute l'Amérique du Sud, une partie de l'Asie, en fait, et le sud, vraiment sud de l'Afrique, il y a peu de littérature. Donc, il y a peu de littérature qui trace le rôle des infirmiers des réanimations, les infirmiers en soins critiques dans ces pays-là. Donc, on a pas mal de problèmes pour voir qu'est-ce qui pourrait compléter la formation là-bas. Et il est très variable. Ça va être vraiment en fonction du contexte social, des moyens économiques, des ressources humaines et physiques. Et vraiment, c'est unique des pays par pays. Donc, chaque pays s'organise comme il peut. Les équipes sont toujours multidisciplinaires. C'est très intéressant parce qu'ils travaillent vraiment ensemble. Par contre, les structures et les niveaux des compétences sont tout aussi variables. Donc, c'est difficile de faire on va dire, une image globale. Les compétences, par contre, sont toujours ressenties comme insuffisantes et ayant besoin d'être développées. Et c'est là que nous, on peut participer avec nos compétences et nos connaissances. Il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près, je crois que c'est il y a 3 ans, il y a eu quand même un papier qui est sorti, c'est ce qu'ils appellent le papier blanc pour les soins précoces en réanimation dans ce type de pays, des pays à ressources limitées. C'était fait sous l'égide de la Fédération internationale des médecines d'urgence et la Fédération mondiale des soins critiques. Et ils avaient réuni, et ça c'était quand même une excellente idée, un groupe multidisciplinaire qui prenait des réanimateurs, des urgentistes, aussi bien des pays développés, on va dire des pays européens et occidentaux, et des pays avec des ressources limitées, pour analyser ensemble quelle était la meilleure façon d'aider ces pays à développer la réanimation. Et en fait, la conclusion est assez globale, mais c'est un papier, c'est pas très long, c'est 4 ou 5 pages. Et en fait, ils avaient vraiment conclu au fait que les modèles des soins critiques devaient être très variables en fonction du contexte, avec une attention particulière à la disponibilité locale et humaine et matérielle. Donc en fait, c'est vraiment à s'adapter en fonction des ressources des endroits où vous comptiez aller. Donc, l'infirmier, le rôle des infirmiers, si on veut faire de l'humanitaire en soins critiques dans ces pays, ça va être surtout de soutenir les populations locales et les soignants locaux. On est vraiment là pour aider à monter en compétences, pas pour remplacer, de former et d'encadrer jusqu'à qu'ils obtiennent une autonomie, de participer au développement du système de santé. Pour ça, nous, on aura besoin de faire une immersion dans la culture locale, s'adapter aux conditions de terrain, partager nos compétences et nos expertises
et surtout, ça c'est très important, collaborer et coordonner avec d'autres intervenants. Donc on va apprendre aussi à s'adapter aux collègues, à la vie en collectivité et aux formes de travailler et de vivre à l'endroit où on se délocalise. Alors, je veux vous parler un peu plus de notre expérience à nous, comme CHU de Grenoble, parce que pour le Covid, on a eu un concours de circonstances. Il y a un médecin mauritanien de l'hôpital qui a été rappelé par son pays pour aider, parce que c'était un pneumologue assez reconnu, et qui a appelé un petit peu au secours notre chef de service, qui était à l'époque Nicolas Terzi, et pour l'aider à monter une réanimation, un petit peu de toutes pièces, une réanimation vraiment Covid, destinée Covid en Mauritanie, chose qui n'existait pas. Je vais passer très vite, je vais peut-être faire des marches arrière sur mon PPT, j'espère que ça ne vous ennuie pas et que vous ne deviendrez pas fou. Voilà un petit peu la Mauritanie. Vous le voyez, c'est un pays pas très grand, on n'en parle pas beaucoup. Si vous regardez la carte on va dire des pays, enfin des revenus des pays, c'est probablement dans les 20 derniers pays du globe, en fait. Il n'y avait pas de service de réanimation dans la capitale à proprement parler. Il y avait un service on va dire des poches chirurgiques qui gardaient les patients intubés 2 ou 3 jours, mais pas plus que ça. Mais c'était tout ce qu'ils avaient comme structure, on va dire, spécialisée. Et évidemment, la crise Covid les a frappés de plein fouet. Donc, on nous a appelés justement pour créer une réanimation de toutes pièces, pour pallier à cette urgence. Donc, c'est l'OMS qui avait donné carte blanche pratiquement au docteur Camara, qui nous a appelés, nous, pour l'aider. Et donc, on a délégué, en fait, la création de cette réanimation donc, à notre service de réanimation et 2 autres services. Il y avait Annecy aussi, et il y a aussi Voiron qui a participé. Donc, en fait, on avait une mission conjointe, plus des services de réanimation de l'Espagne, des îles Canaries. Et en fait, ça fait une mission conjointe. Donc, c'est pour ça que vous allez voir un petit peu plus loin. Voilà, une mission conjointe Mauritanie, France, Espagne. Donc, il va falloir se mettre d'accord en 3 façons de vivre la réanimation, 3 façons de voir le soin et une seule pathologie qu'on veut soulager. Donc, c'était quand même une activité passionnante parce que, du coup, il fallait travailler avec des façons de voir différentes et il fallait apprendre, nous aussi, à s'adapter parce que nous, on va et il faut que nous, on accepte de modifier nos pratiques. Il va falloir qu'on s'adapte et qu'on accepte des choses que, probablement, dans nos pays, n'auraient jamais été acceptables. Donc, je vous montre en fait la première diapo là. Ça, c'est la réanimation telle qu'on a réussi à la créer. Donc, on a réussi à monter 6 lits de réanimation, on va dire, lourdes, avec des lits, c'était pas des lits apaisés, mais c'était des lits sur lesquels on pouvait faire correctement des soins, qu'on pouvait mettre les patients en demi-assis, qu'on pouvait les mettre sur l'abdomen avec des matelas spéciaux. Donc, en fait, c'était quand même assez bien équipé. On avait des petits scopes, on a dû faire venir tout le matériel, des scopes, des respirateurs, les respirateurs, évidemment, avec des systèmes humidificateurs et chauffeurs. Vous allez voir que ça crée d'autres problèmes quand on est dans des pays avec des ressources limitées. On a fait, au bout d'1 mois, 2 mois, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de suivre beaucoup mieux les patients côté hémodynamique et pas seulement respiratoire. Donc, on a demandé des PA. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. On a eu des cathéters artériels en 48 heures. Pas seulement les cathéters, mais aussi le système, les modules pour pouvoir les monitorer. Donc, en fait, ça a été vraiment créé un petit peu de toutes pièces. Il va falloir, pour nous, de nos petites réas bien équipées, bien propres, bien nettoyées, il a fallu changer d'échelle. On s'est retrouvés dans un bâtiment qui était quand même entouré de sable, pas trop loin du désert. Il va falloir quand même traverser. Là, vous avez l'unité Covid on nous a donné des locaux qui étaient vraiment vides complètement, pour aller par exemple au scanner, parce qu'on avait un scanner, il fallait traverser la route en sable, pas de boue, c'est la Mauritanie, c'est vraiment désert. Donc, il a fallu quand même s'adapter à certaines choses, mais on a fait quand même les transports médicalisés au scanner aussi, avec médecin. Et quand je vous dis qu'on l'a créé de toutes pièces, c'est que les patients entraient quand on était encore en train de percer les murs pour installer le matériel. Parce que c'était une telle urgence qu'on avait
Ils étaient là. En fait, les patients, les gens mouraient directement dans les hôpitaux. Il faut que vous imaginiez qu'il y a des hôpitaux à Nouakchott, Nouakchott étant la capitale, mais le système, par exemple, d'approvisionnement d'oxygène, il est très rudimentaire. Et en fait, le premier patient obtient de l'oxygène, mais le deuxième de la chaîne, il a un petit peu moins. Le troisième et le quatrième, beaucoup moins. Le cinquième, il n'a plus d'oxygène, il meurt. Donc, en fait, il a fallu adapter le système d'approvisionnement d'oxygène. Il a fallu adapter, en fait, refaire tout vraiment à neuf. Donc, là, vous voyez, en fait, un petit peu la chambre, en fait. On a fait un seul pavillon avec 4 lits. On avait une autre chambre avec 2 lits. Et on avait aussi 10 lits des soins continus, plutôt qu'on considérait un petit peu en post-réa. On était là pour faire formation, surtout, parce que le matériel allait rester. Et il fallait que les gens qui vont rester après puissent continuer à l'utiliser correctement. Donc notre rôle, aussi bien pour les médecins que pour les infirmiers, c'est au début, on met en place, on fait avec eux et ensuite, on les autonomise au maximum. Et on va faire avec les infirmiers qu'on nous présente. Donc, on va essayer de simplifier le maximum. On va faire beaucoup de protocoles, beaucoup de standardisation de soins. Et en fait, on travaillait avec les infirmiers et les médecins espagnols. Donc, en fait, on a fait un grand mix des deux façons de voir. On a ramené tous nos protocoles, on a combiné avec les protocoles des Espagnols. On a tout mis en français, évidemment, parce que c'était la langue un peu commune. Mais c'est sûr que pas tous les infirmiers, par exemple, qui étaient là, ne parlaient français. Donc, ça faisait déjà une barrière. Ils mettaient une énorme bonne volonté pour nous comprendre, mais il faut quand même dire que ce n'était pas toujours facile. Et du coup, vous voyez encore en train de percer des trous, tous les patients sont déjà là. Là, vous avez déjà un patient qu'on a mis tout de suite en DV. Donc, on avait des pousseringues aussi. On a eu beaucoup de matériel qui était d'origine chinoise. Il y a une énorme présence chinoise en Afrique. Donc, en fait, on avait pas mal de matériel d'origine chinoise qui marchait. En fait, franchement, on était bien soulagés d'avoir du matériel parce que les patients étaient extrêmement graves. C'était vraiment les patients Covid que vous connaissiez tous d'ici. Il y a quand même pas mal de soucis, même on ne dirait pas, mais il y avait quelque chose qui était assez particulier qui, moi, ça m'avait frappé. C'est que, contrairement à ce que nous, on avait l'habitude de voir dans les premières vagues de Covid, où on avait beaucoup des hommes plus de 65 ans avec d'hypertension, des diabètes, des comorbidités comme ça. En Mauritanie, on a eu quand même beaucoup de femmes très obèses. En fait, il faut dire que l'obésité est presque synonyme de richesse. Donc, en fait, si vous voulez caser votre fille, il vaut mieux qu'elle soit enrobée, parce que ça présente mieux. Elle va avoir plus d'enfants. Enfin, c'est vraiment... Il faut s'habituer à la façon de voir. Et on a eu énormément de femmes avec un certain poids qui n'était pas si facile que ça à traiter. Et on a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir les sortir d'affaires, parce que c'est vraiment des Covid extrêmement graves qu'ils avaient fait, avec toutes les complications qui venaient après. Alors, on avait des situations de réanimation très classiques. On a fait les transports dont je vous ai parlé. On avait un petit échographe, on faisait les échographies au lit. On posait les voies dans les conditions d'hygiène les plus strictes qu'on pouvait imaginer. Donc, en fait, c'était les mêmes protocoles qu'on a chez nous. On a convaincu tout le monde qu'il fallait absolument sarrau, masque, calot, gants stériles, absolument pas toucher le matériel autour. Donc, en fait, on a vraiment essayé de mettre en place les bonnes pratiques telles que nous, on les connaît, et ça marche. La seule chose, c'est qu'il faut noter aussi qu'il y a quand même un contexte. On peut montrer toutes les bonnes pratiques. Si les gens n'ont pas déjà une formation initiale, si les infirmiers ne sont pas sensibilisés aux pratiques, par exemple, de désinfection, des choses comme ça, ça peut causer des soucis après. Parce que là, la pose, par exemple, ou le drain thoracique ou des choses comme ça, c'était fait vraiment selon les règles de l'art. On a fallu quand même s'adapter, c'est ce que je vous disais, on avait des humidificateurs réchauffeurs, mais on n'avait pas, par exemple, les flacons d'eau stérile pour pouvoir humidifier, enfin, pour avoir du liquide humidifié. Donc, on s'est procuré, on obtenait tous les jours, on avait des livraisons par gros bidons d'eau distillée, mais qu'on devait mettre dans des bouteilles en plastique qu'on nettoyait pour faire le flacon. Et finalement, on est devenu plutôt créatif, on va dire. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté
petit côté satisfaisant quand vous trouvez des solutions à partir des choses très simples. Et les gens, les locaux, sont extrêmement ouverts. Donc, en fait, ils ont des solutions, ils ont des idées. Il faut vraiment les écouter et ça marchait très bien. Nutrition, évidemment, entérale, on n'en avait strictement pas. Mais les familles, elles étaient tout à fait prêtes à préparer la nutrition et à les mixer. Donc, en fait, ils arrivaient avec les grandes carafes comme là. Et en fait, nous, on les injectait ensuite toutes les heures, parce qu'on n'avait pas des pompes, évidemment, toutes les heures dans la sonde nasogastrique à la seringue. Petit détail, on avait demandé au bout de 2 jours qu'ils rajoutent un peu moins de riz, parce que ça bouchait tout. C'était extrêmement difficile. Donc, on ne savait pas non plus trop bien les apports caloriques, mais si vous pensez que la population déjà, elle n'a pas non plus un apport protéique immense, on ne pouvait pas non plus demander plus pour les familles, qui faisaient déjà le maximum. Donc, on ne savait pas trop ce qu'on mettait, mais les patients s'en sortaient et ils mangeaient. Et évidemment, vous êtes dans un pays vous avez vu le pavillon qu'on avait monté, c'était un pavillon assez rustique, mais qui avait des fenêtres et des portes, on avait un sas pour entrer, mais les mouches entraient pareil. Donc, on essayait de protéger le visage avec des gaz, parce que dès qu'il y a quelque chose, un écoulement liquide, c'était la guerre. Donc, c'était une de nos grosses, on va dire, cheval de bataille, c'est l'hygiène. C'est une des choses les plus difficiles. On avait des réussites, on était très, on va dire, c'est très valorisant quand vous sortez des gens d'affaires, c'est vraiment génial. Et on a eu des gros échecs, surtout par manque de communication, des connaissances du contexte. Là, c'est les patients qui sortaient en fait debout sur leurs jambes. Et franchement, c'était super quand on les voyait arriver. On se disait, on ne pourra pas, mais si, on a pu. Ils sont sortis et ils étaient vraiment très gentils avec nous. Franchement, c'était adorable. Là, on a eu des échecs. À droite, vous voyez les petits vers d'éther. Enfin, ce n'est pas des vers d'éther, c'est des vers tout court qui bougent dans le lit. Et en fait, ça, c'était en fait vraiment une responsabilité à nous, parce que c'était une patiente jeune, elle n'avait même pas 30 ans, qui avait un drain thoracique. Bon, vous voyez que la dame est assez épaisse, on ne voit pas la dame, mais vous vous doutez bien. Et en fait, le pansement n'avait pas été changé depuis plusieurs jours, malgré la chaleur moite, malgré son état infectieux. Et il a développé, il y a des mouches qui finalement se sont installées, on a eu quand même des insectes. Et en fait, personne n'avait imaginé qu'il fallait expliquer aux infirmiers que le pansement devait être refait, que la plaie devait être nettoyée, parce que c'était la première fois aussi qu'eux, ils avaient cette situation. C'était des infirmiers qui venaient des soins psychiatriques. Donc, vous imaginez bien les balancer dans une réanimation Covid. Donc, en fait, il y a des contextes sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. Il y a tout on va dire, une formation initiale qu'il a fallu recommencer. Donc, c'était franchement, et le plus dur, c'est que la patiente, elle est décédée, pas peut-être de cette plaie, de la combinaison de pas mal de choses, mais comme c'était cet événement, on a eu des soucis, par exemple, avec des lecteurs de glycémie qui étaient en millimol, et les gens étaient habitués en grammes, et qu'ils n'arrivaient pas à faire la conversion. Donc, on a mis des grands panneaux pour faire la conversion, mais après, on s'est rendu compte qu'ils faisaient la conversion, mais ils ne prévenaient pas quand il y avait une hypoglycémie grave. Donc, en fait, il y avait des problèmes de communication parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de s'adresser à nous ou aux médecins qui étaient responsables. Donc, je peux vous dire que nos nuits étaient un peu courtes parce qu'on avait toujours peur, quand on les laissait, qu'ils ne nous appellent pas s'il y avait un souci. Des fois, on préférait rester la nuit avec eux. Et petit à petit, toute cette formation se sont mises en place. Il faut dire que c'était extrêmement important, l'engagement de tous ces paramédicaux qui venaient des contextes très variés, qui n'avaient aucune formation, on va dire vraiment. Il y avait quelques-uns qui venaient de l'hôpital de cardiologie, où il y avait les soins post-chirurgicaux, qui avaient déjà vu des patients intubés, mais c'était les moins. Et les autres venaient beaucoup des soins généraux ou des soins psychiatriques. Donc, en fait, ils découvraient le monde de la réanimation avec nous et avec les patients. Donc, malheureusement, des erreurs, on en a eu énormément, et on s'en est voulu parce qu'il y avait des erreurs qui étaient parfaitement évitables. Donc, c'est des choses qu'on a appris petit à petit à éviter. Ils avaient, en fait, il faut que vous imaginez qu'ils avaient des journées d'à peu près 10 à 12 heures de travail, et après, on faisait des cours avec eux.
soit à midi, soit le soir. Donc, c'était 2 cours en plus. Ils avaient entre 10 et 20 heures de cours par semaine supplémentaire. Donc, ils étaient quand même souvent un petit peu fatigués après, parce que vous les voyez en cours et vous voyez qu'ils faisaient des efforts monstres pour rester éveillés. On ne pouvait pas les en vouloir, et on répétait les cours, et on revenait, et on laissait des PowerPoint, et on les envoyait par téléphone, parce que les téléphones, ils en ont, donc on envoyait pas mal les documents par téléphone, et vraiment, ils s'accrochaient vraiment avec hargne, c'était super. Nous, on faisait une présence de consultant paramédical au lit du patient. Au début, on faisait jour et nuit, parce que justement, pour éviter ces erreurs, petit à petit, on les autonomisait, et on n'était qu'en journée. On arrêtait vers 19h et on les laissait la nuit. Parfois, s'il y avait des entrées, s'ils nous appelaient pour des entrées, on revenait pour aider à gérer. Mais le but, c'était qu'au bout de 2, 3, 4 mois, et en fait, on va dire la mise en place a duré de janvier à peu près à juin. Moi, je suis arrivée, j'ai passé un mois complet avec un de nos médecins. Après, c'est ma collègue que vous voyez là, qui est Annabelle, qui a pris ma relève, donc elle est restée un mois encore. Et après, il y avait que les infirmiers espagnols qui sont restés encore quelques semaines avant d'autonomiser complètement le personnel. Le médecin avec qui je suis partie, c'était Florent, qui est en bas en train de faire le cours. Vous voyez, on faisait le cours en fait dans la cour, justement, dans la cour de notre petite réa. Et là en haut, vous avez quelques-uns des infirmiers qui participaient à nos cours. Donc, on a utilisé tous les formats possibles. Et là, je vous rappelle encore la créativité. On a même fait des chansons sur l'hygiène pour rappeler aux gens les bonnes pratiques, comment se laver les mains avant, après, comment on mettait le sarrau. Donc, on a utilisé toutes les méthodes pour que les gens vraiment le prennent pas seulement comme un jeu, c'est un jeu, on va dire, sérieux, mais que ça rentre vraiment bien parce qu'il fallait modifier beaucoup d'habitudes. Et il a fallu quand même, pour nous, accepter des choses qui étaient extrêmement difficiles. Je vous ai montré la carte de la Mauritanie. Dans tout le pays, il y avait, à ce moment-là, c'était 2021, 17 médecins formés à l'anesthésie dans tout le pays. Le salaire moyen entre 600 et 800 euros. Alors, vous pouvez me dire, mais c'est des revenus qui sont, on va dire, en lien avec le contexte du pays, plus ou moins, parce que, par exemple, les infirmiers, ils étaient payés 200 euros par mois, mais avec ça, ils ne s'en sortaient pas. Donc, souvent, la plupart, et ça, il a fallu qu'on le découvre, on l'a découvert après, ils devaient avoir 2 emplois pour maintenir leur famille, pour entretenir un petit peu la vie normale. Donc, en fait, évidemment, quand ils arrivaient au moment du tour de nuit, en fait, ils étaient déjà épuisés. Donc, à un moment donné, ils disparaissaient. On ne les voyait pas. On les cherchait de partout. Et en fait, ils étaient en train de dormir, mais c'est qu'ils étaient simplement épuisés. On peut pas... Donc, à un moment donné, on a eu une grosse discussion entre collègues, on va dire, occidentaux, entre nous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les oblige à rester à côté de leurs patients ou est-ce qu'on s'arrange pour qu'il y en ait 2 qui vont dormir pendant 4 heures et 2 autres qui surveillent tous les patients? Parce que de toute façon, ce n'était pas faisable autrement. Donc, il a fallu quand même faire des compromis parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas laisser leur 2e emploi, sinon ils ne s'en sortaient pas. Donc, il fallait s'adapter à ça. Et là, ça c'était juste après qu'on soit revenu de Mauritanie, donc au mois de mai. Vous voyez qu'en fait, même si c'était l'OMS qui donnait l'argent, en fait, par exemple, au ministère de la Santé, les infirmiers, par exemple, ils n'avaient pas été payés depuis 6 mois ou 7 mois. 7 mois ? 7 mois, voilà, 7 mois. Donc, nous, on ne pouvait pas faire grand-chose, mais la situation économique, les moyens économiques, ça pèse beaucoup. Donc, c'est vraiment des choses dans lesquelles on ne peut pas faire autrement, on peut aider au maximum, mais il y a des moments où on ne peut pas intervenir, par exemple, entre, on va dire, l'action du ministère et ce qui se passe avec leur personnel. Nous, on était un soutien, nous, on était tranquilles et on était bien payés, et c'était extrêmement frustrant. On dépendait beaucoup aussi des transports en commun, parce qu'ils n'avaient pas de voiture, évidemment, donc des fois, l'heure est tard, l'équipe de nuit était épuisée, et l'équipe du matin n'arrivait pas, mais le bus était tombé en panne en rase campagne, ils avaient 1 heure, 1 heure et demie d'arrêt. Fallait un petit peu régler ça.
L'approvisionnement en eau et en oxygène, ils étaient difficiles, mais on avait réussi quand même à assurer que notre pavillon il soit correctement muni en oxygène. On avait créé un réseau uniquement pour le pavillon. Et c'est sûr qu'on avait le gros matériel que je vous ai décrit, donc le respirateur, les lits, les PA sont arrivés par miracle. Ça, on l'avait, mais le matériel des bases, on avait les mêmes problèmes qu'on a eu nous. C'est-à-dire, on manquait des compresses, des gants, des désinfectants. Les masques étaient pareils, on comptait. Donc, on prenait soin de ce matériel parce que c'était vraiment très limité et qu'on ne peut pas, dans des pays où ils ont des ressources aussi limitées, on ne pouvait vraiment pas participer au gaspillage. Donc, on a vraiment fait des façons vraiment sérieuses le tri et le calcul des compresses, des pansements, c'était vraiment compté. Ça, c'est un petit peu sur la conclusion de cette mission, c'est que on avait des Espagnols, des Mauritaniens et nous, les Français, même si j'ai un accent, mais ça va aider parce que je suis d'origine espagnole, donc j'avais fait un petit peu le lien. Et je pense que c'était une des raisons pour lesquelles mon hôpital, mon service, m'avait demandé aussi de participer, à part le fait que, comme je suis chargée des formations, j'étais moins, on va dire, fondamentale pour les soins auprès du patient. Donc, ils pouvaient se dispenser pendant mois, 2 mois. Et le fait que je pouvais parler avec l'équipe qui était déjà en place, qui ne parlait pas tous le français, en fait, ça permettait de faire le lien. Le but, c'était pour tous le même. Donc, on avait finalement un langage commun, c'était la réanimation et le soin du patient. Là, c'était l'OMS. Nous, on est parti avec l'OMS. C'est un circuit rodé, mais c'est très particulier parce que ça va répondre à un besoin un petit peu en particulier. C'était une crise humanitaire vitale. Donc, c'est eux qui ont fait appel à nous. Mais il y a d'autres circuits, si vous êtes passionné ou si vous êtes intéressé par l'humanitaire, qui permet de faire de l'humanitaire avec le moins de risques possible, en sachant que de toute façon, si vous faites de l'humanitaire, vous allez quand même dans la bouche du lion, donc il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a pas de risque. Il faut rester souple, ouvert et pas s'éborner à ce que nous, on connaît, parce qu'on peut avoir des surprises et qu'il faut accepter des fois de faire des compromis. On peut apprendre beaucoup de ce qu'eux, ils ont à offrir. Donc, en fait, c'est vraiment du partage. Ce n'est pas seulement nous qui versons notre connaissance. Et il faut rester très humble parce que les erreurs, souvent, c'est aussi nous qui ne comprenions pas ce qui s'est passé là-bas. Et c'était aussi à nous de nous remettre en question. Donc, c'était assez on va dire, réciproque. Ce n'est pas juste on va former les gens, on va partager, on va échanger, on va essayer de s'en sortir ensemble. Et c'est ça qui était passionnant dans cette aventure, qui s'est poursuivie un petit peu après, puisqu'on a fait venir des médecins de Mauritanie pour les faire former ici, puisque vous voyez qu'il y avait 17 anesthésistes, mais aucun formé à la réanimation, on va dire, médicale pure et dure. On a travaillé beaucoup pour essayer de faire venir les infirmiers. Malheureusement, le problème, c'est qu'il n'y a aucune validité de leur diplôme ici. Donc, en fait, aucun hôpital n'acceptait, ni le ministère, ni personne, qu'ils viennent faire des stages chez nous. Même si on aurait été financé. Ça a été une bataille pendant 1 an. On a essayé de faire des réunions. On n'a jamais réussi. On a réussi uniquement pour les médicaux, mais pas pour les paramédicaux. Et ça, c'est vraiment très dommage parce qu'ils étaient prêts à apprendre et c'était des vraies éponges. Ça a donné, je reviens un petit peu en arrière, des envies à d'autres collègues de faire de la réanimation. Juste avec la crise, justement la même, on a eu Océane qui est partie avec la réserve sanitaire. Ok, donc je conclue rapidement. Avec Médecins sans frontières, un collègue au Tchad qui est revenu à Noël et un collègue qui est parti en République centrafricaine qui est revenu aussi à l'automne. Donc ça, c'est des circuits plus rodés. Si jamais ça vous intéresse, j'ai des liens qui arrivent à la fin normalement, mais comme je suis à la fin, ça va. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ça, la réanimation est là aussi sa place en médecine humanitaire. On peut faire des choses extraordinaires parce qu'on va se limiter vraiment aux choses fondamentales et il y a beaucoup à faire.
Une de mes collègues, Océane, qui est partie avec la réserve, me disait « Moi, je partirais volontiers parce que c'est une expérience passionnante. » On est tous d'accord là-dessus. Il m'a dit « Peut-être qu'en ce moment, je vais faire plus de l'humanitaire en France parce que la médecine en France, elle a besoin aussi d'un coup de main. Et c'est aussi de l'humanitaire que je suis en train de faire à l'hôpital parce qu'on manque un peu de moyens. » C'est vrai que ce n'est pas la même échelle, mais c'est vrai que les problèmes qu'on trouve ici, on les trouve découplés dans ces pays-là. Donc c'est vrai qu'échanger et partager, ça fait partie aussi du rôle. Et pas tout le temps, enfin on ne va pas toujours dire qu'on va partir au moment où les choses en France sont difficiles, parce que là-bas c'est encore pire. Donc en fait, partager, ça va pas non plus dire qu'ils ne vont pas revenir. La plupart reviennent et c'est des expériences pour lesquelles même notre hôpital, nos services en profitent aussi. Donc vraiment, je vous encourage si jamais vous êtes intéressé, à participer là-dessus. Et puis c'est tout.